d'être aussi ponctuel. Nous avons déjà 17 participants pour participer à ce webinaire que va animer Jérémy aujourd'hui. Donc, je remercie beaucoup Jérémy de nous avoir proposé son expertise. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas une démonstration de la solution Bevolta, c'est plutôt un partage d'expertise sur le DDMRP, et on va en savoir plus sur le DDMRP. Donc, Jérémy s'est proposé pour nous présenter cette thématique et puis aller plus loin avec les participants s'ils le souhaitent pour répondre à leurs questions et puis peut-être un peu challenger les modèles Kanban, les modèles MRP, les modèles que vous vivez actuellement, flux poussé, flux tiré. On pilote ces flux avec la demande sur la base de prévision. Voilà, ça va être tout l'enjeu de ce webinaire qui va parler aussi à la fois de l'industrie et de la distribution. Donc, nous ne sommes pas cloisonnés. Le DDMRP conviendrait potentiellement à ces deux types d'industrie, soit je suis dans un négoce et je fais de la distrie, ou soit je suis dans l'industrie. Et donc, je laisse Jérémy se présenter et animer ce webinaire. Quant à moi, je vais prendre vos questions, je serai le monsieur loyal de ce webinaire. Merci, à toi la main, Jérémy. Merci Jean-Baptiste, bonjour à tous. Donc, j'ai prévu quelques diapositives de présentation générale et d'introduction, notamment pour présenter Jean-Baptiste et l'association Alpes Supply Chain pour ceux qui ne la connaîtraient pas, puisque le webinaire est ouvert au-delà des adhérents stricts de Alpes Supply Chain. Après, le morceau principal, ça va être de vous présenter finalement quels sont les éléments fondamentaux du Demand Driven MRP. Il nous reste un petit peu de temps, je vous parlerai 2 minutes de la solution Bivolta. En préambule, on ne va pas pouvoir couvrir tous les éléments autour du Demand Driven là, pendant l'heure qu'il y a devant nous, parce que le Demand Driven MRP, c'est quelque chose de costaud et de complexe. Donc, j'essaierai de vous passer un maximum d'informations et qu'on ait les échanges riches dans l'heure qu'on a devant. Et probablement qu'on organisera d'autres webinaires ou que vous pourrez nous contacter, Jean-Baptiste et moi, via LinkedIn notamment, directement pour pouvoir poser des questions supplémentaires. Donc, Alpes Supply Chain, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui est née il y a 1 an maintenant, à l'initiative de Jean-Baptiste et d'un groupe d'acteurs clés dans les environs des Alpes. Je vous ai mis l'objectif et les missions. Et je pense que depuis 1 an, il y a énormément d'actions qui ont été mises en œuvre et il y a une vraie dynamique qui est en train de se créer. Et donc ça, c'est vraiment génial de voir ça. Et Bivolta est un des partenaires de l'association. Et donc nous, on est basé à Paris, mais on a des clients et une empreinte qui est un peu partout en France, voire au-delà en Europe et dans le monde, bien évidemment. Donc pour ce qui me concerne, pour que vous ayez quelques éléments clés, si vous ne m'avez pas encore connecté sur LinkedIn, n'hésitez pas. Donc moi, je suis ingénieur de formation avec une spécialisation supply chain déjà à l'époque, donc c'était à la fin des années 90. J'ai été consultant en management pendant très longtemps et j'ai travaillé dans énormément de secteurs d'activité pour des grands clients ou des plus petits clients sur énormément de problématiques dans la supply chain. Donc c'était des problématiques qui allaient de la stratégie à des problématiques de processus entrepôt, d'organisation de transport ou de planification de flux et de pilotage de stock. Depuis une quinzaine d'années, je suis également formateur à Centrale Supélec Executive Education, qui est la filiale de l'école d'ingé qui fait des formations auprès des cadres. Et depuis 1 an, j'ai rejoint les équipes de Bivolta en fait pour développer l'entreprise, accélérer sa croissance. Et donc, c'est à ce titre-là que j'ai le plaisir de pouvoir animer ce webinaire aujourd'hui. Bivolta, en quelques mots, c'est une entreprise de la tech française, donc c'est vraiment une entreprise française qui propose une solution en mode SaaS, donc System as a Service, donc qui est sous abonnement, pour pouvoir aider les entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit le secteur d'activité, comme le mentionnait Jean-Baptiste, pour piloter leur stock, devenir agile et avoir la capacité de faire du pilotage de leur supply chain et de la gestion opérationnelle des flux et de pilotage des différents types d'ordres, que ce soit des ordres de distribution, de fabrication ou d'achat. Et cette solution a été bâtie notamment sur la méthodologie Demand Driven MRP, sur laquelle je vais approfondir les points derrière. Donc, si vous êtes prêts, que tout le monde est là, on va attaquer les fondamentaux sur le Demand Driven MRP. D'abord,
je vous le disais en préambule, on pourrait passer des heures, voire des jours, à vous expliquer, à discuter sur le Demand Driven, les raisons qui ont conduit à la création de cette méthodologie ou de ce corpus méthodologique, parce qu'en fait, c'est un corpus qui est en train de s'étendre. Donc, je vous ai mis quelques liens là. D'abord, le Demand Driven MRP, ça a été inventé par des chercheurs américains qui s'appellent Carol Ptak et Chad Smith, qui sont des pros des supply chains et notamment des supply chains industrielles depuis des décennies. Et donc, ils ont fondé le Demand Driven Institute. Donc, le premier lien, c'est le lien vers le Demand Driven Institute, dans lequel vous allez retrouver énormément de ressources et d'informations. Le deuxième lien, c'est vers une filiale de Bivolta qui s'appelle MGCM, qui est une société qui a plus de 30 ans d'existence en France et qui est le leader sur les formations APIX, donc qui est spécialiste des formations supply chain en France et qui propose des formations Demand Driven, et puis le lien vers Bivolta. Sachez que pour pouvoir démarrer son apprentissage dans le Demand Driven, il y a un certain nombre de formations de base. Donc, j'ai listé ici le Precisely Wrong Workshop, les basiques du Demand Driven, la formation DDP, la formation DDL. Et donc, en aucun cas, le webinaire qu'on va avoir aujourd'hui ne va pouvoir couvrir tout ce que vous pourriez voir dans ces formations. Donc, pour ceux qui ont déjà un certain nombre d'informations sur le Demand Driven, ça pourrait être un peu frustrant, les échanges aujourd'hui. Donc, j'essaierai de m'adapter à tous les niveaux de maturité sur le sujet Demand Driven, mais ça va être compliqué de couvrir tout le monde. Et puis, oui, je vous ai mis deux bouquins là en exemple sur la droite, et Jean-Baptiste en a montré un à l'écran. Il y a pas mal de littérature autour du Demand Driven. Donc, pour ceux qui voudraient s'auto-former ou compléter une formation ou une vision ou avoir un livre de chevet, c'est toujours utile. Vous pouvez les trouver dans les bonnes librairies spécialisées ou sur des sites de vente en ligne, vous vous en doutez. Donc, je vais attaquer les fondamentaux autour du Demand Driven MRP en reparlant de ce qu'est le MRP et d'où ça vient. Donc, le MRP, c'est un acronyme anglais qui veut dire Material Requirement Planning. Donc, la traduction littérale en français, en fait, c'est calcul de besoin net ou CBN. On a tous entendu parler, ou on utilise tous cette terminologie du CBN au quotidien, ou du MRP, ça va dépendre. Il est important de comprendre que le MRP, ça a été inventé donc, par un Américain qui s'appelle Joe Orlicki, dont vous avez la petite photo là. Ça a été conçu dans les années 50, ça a été codé dans les années 1960, ça a été commercialisé dans les années 70 et ça a surtout été généralisé dans les années 90 puisque ça a été la période d'expansion et de déploiement très large d'ERP dans les entreprises, donc ERP, Enterprise Resource Planning. Et dans un ERP, aujourd'hui, il y a systématiquement un moteur de calcul de besoins qui est codé selon les principes du MRP. Donc, dans tous les ERP que vous avez les uns les autres dans vos entreprises, il y a un moteur MRP qui est une des possibilités de planifier vos flux et de piloter vos stocks dans vos entreprises. La problématique, c'est que vous avez donc un algorithme de pilotage de flux dans vos ERP qui a été pensé au siècle dernier, à un moment donné où les supply chains n'avaient pas les mêmes caractéristiques que les supply chains d'aujourd'hui. Donc là, dans le petit tableau sur la gauche, vous pouvez visualiser des caractéristiques principales qu'on retrouvait dans les supply chains avant et l'écart par rapport à ce que vous pouvez avoir aujourd'hui dans vos différents métiers, dans vos différents business. En termes de complexité, par exemple, dans les années 60, la complexité des supply chains était moins importante que ce qu'elle est aujourd'hui. Les cycles de vie produits auparavant étaient beaucoup plus longs. Aujourd'hui, on a des durées de vie dans des produits qui sont de plus en plus courts. On a des renouvellements de catalogues produits qui sont de beaucoup plus en plus courts, sans parler du fast fashion, mais même dans des industries, on a voilà, une innovation marketing et une innovation permanente qui fait que on a des cycles de vie produits qui sont plus courts aujourd'hui qu'avant et donc une problématique de renouvellement qui est plus intense. On a également un délai de tolérance client ou un Customer Tolerance Time, comme on dit dans les cours des DMRP, qui était long avant et qui se raccourcit de plus en plus. Et nous-mêmes, à titre personnel, on est habitués maintenant, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais à avoir des livraisons rapides quand on passe des commandes. Or, ça implique une problématique plus importante en termes de planification et de pilotage de flux
parce que si notre client nous donne moins de latitude temporelle pour réagir, ça veut dire qu'il faut anticiper un maximum. Donc, c'est pas évident. En termes de complexité produit, c'est pareil. Dans les années 60-50, les produits étaient moins complexes. Aujourd'hui, on n'a qu'à voir entre nos ordinateurs portables, nos smartphones, etc., des produits avec un nombre de composants hyper important et des complexités technologiques qui sont réelles. La personnalisation produit aussi a beaucoup évolué. Maintenant, on va parler de personnalisation de masse. On a une gamme de choix hyper importante en termes de couleurs et en termes d'options. La variété produit aujourd'hui beaucoup plus forte qu'avant. Mais avec tout ça, on a aussi des difficultés en termes d'approvisionnement puisqu'on a le nombre de références qu'on doit gérer en appro avec des délais de livraison de plus en plus longs est beaucoup plus important que ce qu'on pouvait trouver dans les années 60. On a aussi une supply chain qui s'est mondialisée avec des délais de transport intercontinentaux qui sont devenus presque la norme. Et ça veut dire qu'on a des délais d'appro et donc des incertitudes d'approvisionnement qui sont plus importantes. La précision de la prévision ou la qualité des prévisions était plutôt bonne dans les années 65 et elle est de moins en moins bonne aujourd'hui. Pour autant, on a investi beaucoup d'énergie et d'argent dans des processus de construction de prévision, dans des outils de construction de prévision, mais compte tenu des critères et des caractéristiques que j'ai rappelés juste avant, faire des prévisions précises au niveau article pour chacun des sites à la semaine, en fait, c'est très compliqué. Or, c'est ce dont on a besoin quand on utilise le MRP pour piloter les niveaux de stock et piloter tous les ordres dans la chaîne. Et enfin, on a une pression de plus en plus forte de la part des DAF ou du contrôle de gestion pour aller minimiser les niveaux de stock un peu partout dans l'entreprise, parce que les stocks, ça coûte de l'argent, ça immobilise du cash. Voilà. Et enfin, on a une friction transactionnelle qui est plus faible aujourd'hui que ce qu'on pouvait avoir avant. Donc ça, c'est une diapositive qui est issue des cours du Demand Driven Institute. Donc, je les remercie de nous avoir laissé utiliser 2-3 diapositives un peu spécifiques. C'est un des points clés de démarrage des cours Demand Driven. Donc, ça, c'est vraiment un point important. C'est le MRP, ça a été une solution hyper pertinente pendant des années, mais ça a été conçu à une époque où les supply chains étaient beaucoup plus faciles à gérer qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et ça a été le point de départ de Carol Ptak et de Chad Smith dans leur recherche d'une solution qui continue à s'appuyer quand même sur les éléments qui sont pertinents et porteurs de valeur ajoutée du MRP, mais qui s'affranchissent d'un certain nombre de défauts liés à ce calcul de besoin net tel qu'il a été imaginé dans les années 60. Donc c'est ce qu'on va découvrir dans les diapositives derrière. Ça peut prendre du temps de bien comprendre tout ce que je vais raconter. Moi-même, j'ai été formé, j'ai été au contact du Demand Driven MRP en 2018 et ça m'a pris des mois pour bien comprendre quels pouvaient être les apports. Donc, soyez pas surpris si il y a des moments où vous vous dites mais je comprends pas bien, je vois pas vraiment pourquoi ça apporte de la valeur ajoutée le Demand Driven ou c'est normal que ce soit pas simple. On parle d'un sujet qui est quand même relativement complexe. Que tout le monde n'a pas la chance de bien comprendre de manière systémique à la base. Donc, soyez pas, soyez pas surpris si tout clique pas instantanément dans vos têtes. La diapositive suivante vous rappelle qu'en fait, le quotidien d'un acteur de la supply chain, on aimerait bien que ça soit une ligne droite avec un objectif et une manière claire et simple d'y arriver. Mais en fait, dans la réalité de la vie, ça illustre un petit peu ce que je rappelais dans le tableau, dans la diapositive d'avant. La réalité d'un planificateur, d'un ordonnanceur, d'un supply chain planner, d'un supply chain manager, bref, de toute personne qui travaille à un moment ou à un autre dans la supply chain, c'est qu'on a des aléas du quotidien à adresser, qu'il y a des difficultés que parfois on a pu anticiper, parfois qu'on n'a pas du tout anticipé. La vie n'est pas du tout un long fleuve tranquille ou une route très plate. Il y a des obstacles à surmonter. Et le MRP n'est pas forcément une aide pour arriver à surmonter tous ces obstacles, parce que le MRP, c'est un calcul de besoin automatique qui relie tous les niveaux d'une nomenclature, qui part d'une hypothèse de prévision et qui vient planifier tous les ordres et tous les points de la nomenclature de manière anticipée. Donc, le MRP se base sur la prévision et vient dérouler de manière théorique tout ce qu'il faudrait faire pour atteindre l'objectif,
avec une capacité de prise en compte d'aléas qui existe, puisqu'on peut mettre en place des délais de sécurité et des stocks de sécurité, mais qui n'est pas suffisamment agile et puissant pour pouvoir vraiment donner aux utilisateurs le contrôle et la visibilité sur ce qui se passe et où ils en sont dans cette route qui est, on va dire, parsemée d'obstacles. Je vais relativement vite parce que j'essaie de condenser au moins 2 jours de cours en 1 heure. Hein, donc, n'hésitez pas à revenir après coup sur la vidéo et sur le document. Je pense qu'avec Jean-Baptiste, on mettra à disposition une version PDF quelque part. Donc, ce qu'on va constater dans la plupart des supply chains qui sont pilotés de manière classique avec un système MRP, c'est notamment ce qu'on appelle l'effet coup de fouet ou l'effet bullwhip. Ça a été démontré par un chercheur américain qui s'appelle Forrester. Il y a probablement beaucoup d'entre vous qui avaient joué à ce qu'on appelle le jeu de la bière ou le beer game, qui est un jeu de rôle qui permet de mettre en exergue finalement cet effet d'amplification des variations de la demande à mesure qu'on remonte une supply chain vers l'amont. Donc c'est la flèche qui est en haut à partir du client qui serait sur la droite de la diapositive. La variation de demande s'amplifie à mesure qu'on remonte en amont dans la supply chain. Et l'autre effet bullwhip qu'on constate dans la plupart des supply chains, c'est que les perturbations d'approvisionnement que vous avez en amont viennent aussi s'amplifier à mesure qu'on arrive sur l'aval. Et le calcul MRP, quand il est appliqué de manière pure, sans avoir des débrayages du MRP avec des fichiers Excel dans un coin, des bases Access dans un autre pour essayer d'en compenser les faiblesses. Donc quand on applique de manière brute le résultat du calcul MRP, on n'arrive pas à lutter correctement contre cet effet de coup de fouet qu'on va retrouver dans la plupart des supply chains. Et c'est notamment un des effets que les inventeurs du Demand-Driven MRP ont voulu combattre. Et je vous expliquerai après quels sont les outils qu'ils ont imaginés et qu'on met en œuvre aujourd'hui dans un certain nombre de supply chains pour pouvoir limiter cet effet bullwhip. Il n'est jamais complètement remis à zéro, bien évidemment, mais l'idée, c'est de positionner des amortisseurs à différents endroits dans la supply chain pour pouvoir l'amortir et faire en sorte qu'il ait un effet limité. Pour rappel, hein, cet effet de variabilité et de variation dans la supply chain, c'est quelque chose qui est mal géré par le calcul MRP classique. Et cet effet de variabilité va avoir des impacts délétères sur le taux de service, sur les coûts de pilotage de la supply chain, sur les coûts de production. Et donc, à mesure qu'on est en capacité de réduire cette variabilité, on va pouvoir optimiser. Donc ça, c'est notamment aux racines du Six Sigma. Le Six Sigma, c'est une méthodologie d'optimisation de pilotage de flux portée par ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle. Et en Six Sigma, l'idée, c'est d'arriver à réduire la variabilité. Donc le Sigma, c'est pour l'écart type. Et l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on diminue de plus en plus l'écart type. Et il y a des analyses statistiques et voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail du Six Sigma, mais l'objectif ici, dans le Demand-Driven MRP, c'est notamment de pouvoir réduire la variabilité, de stabiliser le flux et de réduire les sigmas, justement. Donc, dans une supply chain ou un écosystème global, ces variabilités, en fait, on va les retrouver à tous les niveaux. Donc, au niveau de la distribution entre les entrepôts locaux et les entrepôts régionaux et l'entrepôt central, donc pour la partie supply chain de distribution, donc il y a de la variabilité constatée dans les supply chains de distribution, mais aussi dans la partie supply chain industrielle, la supply chain amont, entre le centre de distribution principal et les différentes usines, entre usines elles-mêmes et entre les usines et les fournisseurs des usines, qui peuvent être d'autres industriels ou qui peuvent être des fournisseurs de matières premières. Donc il y a de la variabilité à tous les niveaux dans la supply chain. Et le Demand-Driven MRP propose une solution pour pouvoir amoindrir toutes ces variabilités, qu'on soit en supply chain de distribution ou en supply chain industrielle, comme le rappelait Jean-Baptiste en introduction. Donc, le Demand-Driven MRP, il est éligible à des entreprises de distribution et de négoce, comme il l'est bien entendu pour des entreprises industrielles. Donc, quel est le résultat finalement
de la difficulté de prise en compte de ces variabilités et d'un certain nombre de phénomènes liés au supply chain d'aujourd'hui avec le MRP, c'est que si on représente graphiquement la dispersion des stocks d'une entreprise sur une échelle horizontale, où vous avez au milieu une zone de stock optimale, à droite la zone de surstock et à gauche la zone de sous-stock ou de rupture. Dans beaucoup d'entreprises dans lesquelles moi je suis intervenu quand j'étais consultant ou dans lesquelles Bivolta maintenant vient déployer son outil de Demand Driven MRP, quand on arrive, souvent, on va se rendre compte qu'il y a trop peu de références qui sont dans la zone de stock optimale dans laquelle elles devraient se trouver pour pouvoir satisfaire les besoins des clients et trouver le juste équilibre entre disponibilité produit et coût de stock. Et on va retrouver beaucoup de références qui sont sous-stockées et en même temps, dans la même entreprise, beaucoup d'autres références qui sont surstockées. Et donc, on a une courbe avec deux bosses comme ça qu'on vient retrouver quand on représente graphiquement le nombre de références qui sont positionnées dans chacune de ces cases, trop peu, un peu, optimal, un peu trop et beaucoup trop. Et l'objectif du Demand Driven MRP, c'est d'aider les entreprises à venir ramener la grande majorité des références dans la zone dans laquelle elles devraient se trouver de stock optimal. Ça pose déjà la question de mais c'est quoi le stock optimal pour chacune de mes références dans mon réseau de distribution ou dans mes usines? Et ça, c'est une question à laquelle les ERP ont parfois du mal à répondre, ou en tout cas, ils ne sont pas facilitants dans ces réflexions et dans la définition de qu'est-ce que c'est que le stock optimal, et notamment comment je calcule mon stock de sécurité. Et d'autre part, les indicateurs de performance et de suivi des stocks ne donnent pas toujours finalement une vision simple et rapide de quelle est ma distribution de stock à l'instant T sur l'ensemble de mes références. Et comment d'un coup d'œil, je suis capable de savoir quelle est la proportion de mes références qui sont surstockées, quelle est la proportion de mes références qui sont sous-stockées, et quelle est la proportion de mes références qui sont bien stockées. On a souvent dans la plupart des entreprises un indicateur que tout le monde va utiliser qui est la couverture de stock moyenne au global. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. La couverture de stock, imaginons que votre objectif, ce soit d'avoir 3 mois de stock au global dans votre chaîne de stockage. Peut-être que vous avez 3 mois aujourd'hui au global sur l'ensemble de vos références, donc vous êtes à l'objectif, c'est très bien. Sauf que si on vient zoomer, qu'on regarde référence par référence, peut-être que vous avez la moitié des références à 0 jour, la moitié des références à 6 mois, la moyenne, ça va bien faire 3 mois, mais vous n'avez aucune référence, c'est caricatural hein, l'exemple que je prends, mais c'est volontaire, vous avez peut-être du coup aucune de vos références qui a le bon niveau de stock quand on zoome au niveau de la ref. Alors que quand vous dézoomez et que vous regardez au niveau global, vous avez l'impression que vous avez le bon stock. Ça, c'est malheureusement quelque chose qu'on va constater de manière très répandue dans beaucoup d'entreprises, c'est que l'indicateur de suivi du stock n'est pas forcément suffisamment fin pour pouvoir avoir la vision de est-ce que j'ai le bon stock. Et du coup, quand on ne mesure pas, on ne s'améliore pas, c'est compliqué de mettre en œuvre après des bonnes pratiques de pilotage de stock. Merci d'avoir rappelé la couverture de stock. La couverture de stock, c'est un stock exprimé en unités de temps. Donc ça peut être des jours, des mois, des semaines, des années, hein, en fonction du business dans lequel vous êtes. Mais c'est un stock exprimé en unités de temps. Hein. Alors moi, quand j'ouvre mon frigo, en voyant le nombre de bouteilles de bière, je sais combien de jours je vais tenir. Bon, on a chacun une consommation qui n'est pas la même. Donc la couverture de stock dépend de la quantité et dépend de l'usage qu'on va faire sur une unité de temps donnée du stock en question. Donc, pour revenir à ce résultat qu'on vient constater dans les entreprises qui sont pilotées en MRP classique, c'est souvent cette distribution bimodale avec une trop grande proportion de références en sous-stock, une trop grande proportion de références en surstock et une trop faible proportion de références qui a le bon niveau de stock qui permet d'amortir l'effet bullwhip, de satisfaire les clients tout en ayant un coût de stock qui ne soit pas trop important. Donc, le Demand Driven va vous aider à avoir des indicateurs notamment qui permettent visuellement, avec des codes couleurs que vous commencez à voir en dessous, hein, avec du rouge, du jaune et du vert, qui va vous proposer finalement une manière simple de regarder quel est l'état de qualité de votre stock
et de mettre en place des méthodes de calcul et de pilotage pour arriver à venir recentrer cette courbe dans la zone de stock optimale. Donc, la solution qui a été imaginée, et ça a pris du temps à Carol Ptak et à Chad Smith quand ils racontent leur parcours, en fait, ils ont testé différentes pratiques. C'est des praticiens notamment du Lean, de la théorie des contraintes et du Six Sigma qui sont trois corpus méthodologiques qui sont très puissants dans le monde des industries et même au-delà, hein, puisque maintenant le Lean s'exporte bien au-delà du monde des industries. Et c'était également des praticiens du MRP, bien évidemment, et du DRP. Donc le DRP, c'est la déclinaison du calcul de besoin dans un réseau de distrib, mais sur les mêmes principes. Donc ils ont construit patiemment, ils ont testé différentes possibilités et ils ont affiné leur modèle et leur méthodologie pendant des années dans différentes entreprises dans lesquelles ils étaient opérationnels ou qu'ils accompagnaient comme consultants, puisqu'ils ont eu des parcours hybrides. Donc, ils ont construit le DDMRP sur la base de 6 piliers. Donc, bien entendu, le MRP, parce qu'on n'abandonne pas le MRP dans le DDMRP. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le nom Demon Driven MRP, on a toujours le mot MRP. Hein. Le DRP, le Lean, la théorie des contraintes, le Six Sigma et la notion d'être constamment dans l'innovation et dans le renouvellement. Et ça, c'est hyper important parce que les supply chains, et vous qui travaillez en supply chain, vous le savez très bien, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas statique. La vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui et encore moins celle de demain. Donc, il faut savoir innover et se remettre en question en permanence. Et donc, la méthodologie du Demon Driven MRP, elle essaye de répondre à cette problématique. Donc, elle est très robuste, elle est large, elle s'applique à énormément de secteurs d'activité et de problématiques, mais elle est enrichie de manière continue par le Demon Driven Institute, qu'on appelle aussi le DDI, l'acronyme en anglais. Donc, retenez bien que DDMRP, c'est pas j'oublie complètement le MRP et j'invente un truc farfelu dans un coin. Non, c'est une construction progressive, patiente et éprouvée sur le terrain qui s'appuie sur des éléments qui sont très précieux dans énormément d'entreprises, notamment le Lean, la théorie des contraintes, le Six Sigma, le DRP et le MRP, bien évidemment. Tout ça dans une vue d'innovation permanente. Donc, le DDMRP, il est compatible flux-Kanban, il est compatible gestion des goulots en mode théorie des contraintes, il est compatible avec le Six Sigma, avec l'objectif de réduire de la variabilité au maximum et d'avoir des indicateurs pour mesurer la variabilité. Il est compatible avec le MRP, et notamment dans le sens d'avoir un outil qui permet de piloter les flux, de prendre des décisions et de décider de quels ordres, en quelle quantité, sur quel article, pour quelle date il faut lancer. Pareil en DRP. Donc, ça se veut finalement être une mise en cohérence en termes de méthode et en termes de système d'information derrière, qui permet d'avoir la coexistence de ces éléments-là dans une supply chain ou dans les supply chains au sens large. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui viendrait complètement bousculer ce qui a existé auparavant. Au contraire, c'est une mise en cohérence qui permet d'harmoniser des éléments qui, jusqu'à présent, avant le Demon Driven MRP, étaient parfois concurrents les uns des autres. Donc, il y a pas mal d'entreprises qui ont mis en place du Kanban, par exemple. Au début, c'était impossible de le mettre en œuvre dans le système ERP. Il fallait débrancher le calcul MRP de l'ERP pour pouvoir mettre du Kanban en physique sur le terrain ou du Kanban avec un système spécialisé Kanban à côté. Mais il n'y avait pas le système de pilotage qui permettait d'avoir la vision globale de tout le flux et surtout d'avoir un contrôle complet sur tous les flux dans la supply chain. Le DDMRP, il a cette ambition et cet objectif-là. Donc, la méthodologie Demon Driven MRP. Donc, alors, Demon Driven MRP, c'est vrai que ce n'est pas très franchouillard hein, comme terminologie. On pourrait l'appeler le pilotage de flux en flux tiré par la demande réelle. Donc, la demande réelle au sens les commandes clients et pas les prévisions. Donc, le Demon Driven, c'est d'être tiré par la commande réelle. Et l'idée, c'est de savoir mettre en œuvre des flux tirés par la demande réelle avec une méthodologie des calculs et pas d'être dépendant de l'hyper-expertise de Jean-Baptiste sur comment ça se passe ici ou de Henri de comment ça se passe là, ou, etc. Donc, c'est d'avoir
une méthode et des outils qui permettent de piloter les flux en flux tiré et donc de coller au marché dans lequel on s'inscrit dans son business, d'être plus réactif et donc potentiellement d'avoir un avantage compétitif. L'objectif, c'est pas juste de faire une belle supply chain pour la beauté du geste, hein, bien évidemment, même si c'est satisfaisant, c'est d'avoir une supply chain qui est porteuse de valeur ajoutée et qui va permettre à l'entreprise de solidifier son marché, voire de l'étendre et de prendre des positions intéressantes et donc de développer l'entreprise. Donc la méthodologie Demand Driven MRP, elle est organisée en 5 étapes. Donc ici, je vous ai positionné les 5 étapes principales. Donc la première étape, ça va être de positionner des amortisseurs à certains endroits stratégiques dans sa supply chain, donc en distribution de la même manière en fabrication. Donc on va positionner ce qu'on appelle des buffers. Je reviendrai très rapidement après sur comment on peut les positionner. Une fois qu'on a positionné ces buffers, la deuxième étape, c'est de piloter ces buffers finalement, donc d'en déterminer quel est le bon niveau. Et donc là, il y a un certain nombre de techniques qui peuvent se passer complètement des prévisions ou s'appuyer sur des prévisions ou faire un mix entre des prévisions et du passé. Vous avez le choix. Il y a plein de possibilités, mais l'idée, c'est dans cette étape 2 de dire c'est quoi la bonne zone de stock pour chacune de mes références. C'est quoi ce qui était la zone verte dans ce que vous voyez dans les graphiques avant avec la répartition bimodale. Donc, c'est quoi le bon niveau de stock idéal à tel endroit dans ma supply chain. L'étape 3, c'est oui, mais ce bon niveau de stock que j'ai déterminé le 26 avril, en fait, peut-être que le 10 mai, c'est déjà plus le même et qu'en septembre, ça sera encore moins le même, etc. Donc, comment je gère finalement le fait que ma supply chain, elle respire, mon business, il vit, et donc comment je détermine des ajustements dynamiques sur ces buffers. Donc, des ajustements qui vont se calculer en automatique et d'autres sur lesquels l'utilisateur, le décideur en supply chain pourra avoir la main pour venir lui-même influer sur le dimensionnement et la respiration des buffers, si vous voulez. Donc, quand on a fait 1, 2, 3, on a décidé quels étaient les endroits dans sa supply chain qu'on allait piloter en mode Demand Driven, sachant qu'on n'est pas obligé de basculer toutes ces références en DDMRP. On peut avoir positionné certains pilotages de stock en buffer et avoir les autres en MRP classique. Quel est le bon niveau de buffer à avoir et comment il doit évoluer dans le temps. Et après ces étapes 1, 2, 3, on va seulement commencer à calculer des ordres au quotidien. Donc l'étape 4, c'est la planification pilotée par la demande, où c'est au quotidien mon calcul de besoin net en mode DDMRP. C'est quel est aujourd'hui, pour quelle référence, il faut que je repasse une commande pour réapprovisionner mon stock, en quelle quantité, etc. Et puis après cette étape, qui est cruciale, qui est de passer les ordres, vous avez ce qu'on appelle, et ça c'est nouveau en Demand Driven MRP par rapport à ce qu'on va trouver en MRP classique, c'est le fait de se dire que la vie ne s'arrête pas une fois qu'on a passé sa commande, c'est-à-dire qu'on a passé un OF dans l'usine ou qu'on a passé une commande d'achat à un fournisseur ou qu'on a passé une commande de réappro dans un réseau de distrib, la vie ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que la réalité, elle est souvent différente de la théorie. Et donc, il faut savoir gérer des aléas et savoir prioriser finalement les urgences qu'on aura à adresser. Et donc, en Demand Driven MRP, vous avez l'étape 5 qui est ce qu'on appelle l'exécution visible et collaborative. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir des alerteurs classés par criticité sur les références pour lesquelles il va falloir avoir des actions de gestion des urgences et des actions de compensation dont la résolution ne peut pas être de passer une nouvelle commande. C'est-à-dire qu'on va être plutôt dans un délai court, un horizon court, et ce n'est pas en repassant une nouvelle commande, c'est-à-dire l'étape 4 qu'on va les résoudre, c'est en demandant au fournisseur de faire un partiel plus vite, en demandant à l'usine de prioriser un OF plutôt qu'un autre, ou en demandant à son client s'il veut bien attendre un peu ou si on peut lui morceler les livraisons parce qu'on n'est pas capable de livrer toute la quantité à la date demandée. C'est le genre d'action qu'on va pouvoir mettre en œuvre en étape 5. Alors ça, évidemment que vous le faites déjà dans toutes vos entreprises, mais ce n'est pas forcément structuré en lien avec le pilotage de stock, ce n'est pas forcément avec un outil qui vous aide à avoir
des criticités et des priorisations qui sont faites en automatique. Donc, vous n'avez pas forcément tout le support dont vous pourriez bénéficier avec un outil Daemon Driven. Et c'est ce dont on verra juste après. Donc, la méthodologie, c'est 5 étapes. Sachant que l'étape 1, on va le faire en début de projet, on va positionner des buffers. Et après, dans la vie de tous les jours en Daemon Driven, vous pouvez être amené à vous poser des questions de est-ce qu'il faut conserver cette référence en buffer ou est-ce qu'au contraire, il faut la rebasculer MRP ou inversement. Donc ça, c'est un point très important en Daemon Driven. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est notamment inspiré du Lean Management. Et dans le Lean Management, il y a cette idée de l'amélioration continue. Donc le DDMRP, c'est aussi une méthodologie et des outils qui vont vous pousser à rentrer dans une logique d'amélioration continue dans le pilotage de vos stocks et de vos flux. Et donc, on va rejouer cette étape 1 autant de fois que c'est nécessaire au fur et à mesure du temps. Donc, nous, quand on vient déployer l'outil Bivolta pour supporter un passage en Daemon Driven, on va vous préconiser d'avoir des rituels d'amélioration continue qui vont adresser telle problématique toutes les semaines, telle problématique tous les mois, telle problématique tous les trimestres, etc. On ne va pas adresser tous les sujets toutes les semaines. Évidemment qu'il y a une hiérarchisation, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cette discipline et ces rituels de management et de pilotage parce que c'est vertueux et vous allez rentrer dans une dynamique qui est positive. Jérémy, est-ce qu'on peut Oui. déjà dire que les entreprises qui ont déjà mis une démarche d'amélioration continue sont plus propices à accueillir le DDMRP? Parce que c'est quand Alors, même une philosophie, le lean management. c'est complètement, donc c'est clairement un terrain plus fertile et en termes de gestion du changement, ça sera plus efficace plus rapidement. Maintenant, ça ne va pas forcément s'adresser aux mêmes personnes parce que souvent, quand on met en place une logique d'amélioration continue, on va démarrer dans les usines, dans les ateliers. Et ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui font le pilotage de flux, les approvisionnements et la décision des lancements d'OF. Ça peut, mais pas toujours. Donc, c'est très bien de l'avoir parce que il y a une acculturation directe ou indirecte qui peut déjà être faite. Ce n'est pas une condition nécessaire. Hein. On peut déployer un Daemon Driven MRP même si on n'a pas une maturité forte en Lean, en théorie de contrainte ou en Six Sigma. Il n'y a pas de niveau de maturité minimal à avoir. Chacun peut mettre en place un Daemon Driven au niveau de maturité dans lequel il est et après justement entamer cette logique d'amélioration continue. C'est aussi un point important, c'est qu'il n'y a pas de taille minimale ou de maturité minimale à avoir dans l'organisation pour pouvoir bénéficier déjà de valeur ajoutée du Daemon Driven. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà mis en place les processus PDP. Ce n'est pas une nécessité. Vous n'êtes pas obligé d'être des champions du Lean. C'est toujours mieux d'avoir de la maturité d'avance, mais ce n'est pas une obligation du tout. Et donc oui, ça peut aussi être l'occasion d'initier du lean management et de le déployer dans l'entreprise, mais à courir trop d'objectifs à la fois, parfois on se perd. Donc il faut savoir aussi prioriser. Et puis souvent, on arrive, nous, par exemple, dans des entreprises où il n'y a pas énormément de ressources qui sont disponibles pour travailler sur des projets. Donc bon, il faut prioriser les objectifs. Ça peut être l'un ou l'autre, hein, d'ailleurs. Il n'y a pas de... Donc, je vais revenir maintenant assez rapidement, parce que je crois que je vois qu'il est déjà 9h30, sur les 5 grandes étapes. Donc, le positionnement stratégique des buffers, et là, vous allez être très frustré parce que j'ai qu'une diapositive et on pourrait en parler pendant des heures. Mais l'idée, c'est de connaître. Là, on a pris une nomenclature de fabrication. Hein. Donc, dans le cas d'une supply chain industrielle, donc là, vous avez la production. Ici, c'est le produit fini. Et puis, vous avez des composants, des produits semi-finis intermédiaires dans une nomenclature de fabrication. Et là, vous envoyez des ordres vers des fournisseurs. Bon, je suis désolé, je n'ai pas traduit toute la slide parce que c'était une image et donc c'était un peu compliqué. Mais si vous avez votre horizon de vente, votre délai cumulé de production et le délai de réapprovisionnement le plus long, en général, l'horizon sur lequel on a positionné les commandes clients et le temps qu'on a pour servir ses clients, c'est-à-dire le temps de tolérance de vos clients, il est à 99,9%, toujours beaucoup plus court que votre délai cumulé de fabrication et encore pire, délai cumulé fabrication plus réapprovisionnement des composants les plus longs. Donc, c'est pour ça que le MRP, qui est le calcul de besoin sur toute cette chaîne, est obligé de s'appuyer sur
des prévisions de vente et non pas les ordres, les commandes de vente de vos clients, parce que vous avez des délais qui sont beaucoup plus longs par rapport aux délais que le client est capable d'attendre, sauf les références pour lesquelles vous seriez en fabrication à la commande, ou ce qu'on appelle le make to order, le MTO en anglais. Donc, en DDMRP, on va essayer de trouver des endroits dans la nomenclature, et souvent, ils sont déjà identifiés dans les usines. Il y a déjà ce qu'on appelle des points de découplage dans les usines, mais qui ne sont pas pilotés au sens d'un buffer avec la capacité d'amortir autant que quand on met en place un demand driven. Donc, en général, on ne va pas recréer des nouveaux points de découplage, on va plutôt changer la manière de les piloter en les pilotant en buffer DDMRP. Ça nous arrive aussi de créer des nouveaux points de découplage avec, par exemple, un point pour faire de la différenciation retardée, ça arrive. Mais souvent, quand on démarre, on va démarrer avec un pilote. Et là, on ne veut pas remettre complètement la configuration de l'usine à plat. Donc, on va conserver les points de découplage physiques existants, les pratiques existantes, mais on va en changer le mode de pilotage. Et après, dans un deuxième temps, si c'est porteur de valeur, on peut en créer des nouveaux ou les faire évoluer. Et ça fait partie de l'amélioration continue qu'on va mettre en œuvre. Donc, on va positionner des buffers à certains endroits. Et le principe, c'est de dire que le calcul de besoin MRP, en fait, il va courir d'un buffer à un autre et il va s'interrompre. Donc, s'il y a 3-4 étapes entre ces deux-là, je vais avoir des étapes de calcul MRP classique entre ces deux étapes. Mais ici, le buffer, il va interrompre le signal de dépendance de calcul MRP que vous avez qui est à l'entrée là. Il va s'interrompre ici. Et ce buffer n'enverra un signal d'appro en dessous que quand on arrive dans la zone jaune, ce que vous verrez juste après. Donc, ce n'est pas à chaque fois qu'en haut, il y a une demande, qu'on va répercuter la demande sur tous les niveaux. On vient interrompre le signal de demande avec le buffer. C'est pour ça qu'il amortit et qui vient rendre plus dépendant, enfin moins, pardon, plus indépendant les calculs de besoin sur l'ensemble de la nomenclature. Et donc, on va positionner des buffers pour avoir finalement cet effet de variabilité en pilotage MRP limité à des portions plus courtes, d'une part. Donc ça, c'est la première étape. Après, on va essayer de limiter la variabilité encore plus. Et donc, ça va permettre de contracter en général le délai offert au client. Donc, les points de découplage, ils permettent notamment de piloter chacun des buffers avec ce qu'on appelle un délai, qu'on appelle le délai découplé, qui est un délai plus réaliste que celui qu'on vient prendre dans les calculs MRP classiques. Dans le calcul MRP, vous avez soit la possibilité de prendre le délai de fabrication de votre produit fini ici, mais qui peut être très court et pas réaliste parce que vous n'avez jamais la garantie que tous les composants nécessaires à la fabrication du produit fini seront forcément disponibles au moment où vous voudrez le lancer. Donc parfois, vous êtes amené à avoir des temps de fabrication qui prennent le délai le plus long parce que vous avez une zone de votre BOM qui est asséchée. En DDMRP, les buffers permettent de garantir, alors ce n'est pas une certitude absolue parce que ce n'est pas magique, mais quand on les pilote correctement, on a vraiment des très très bons taux de disponibilité. Vous calculerez finalement le pilotage de votre buffer par rapport à la branche la plus longue sur la nomenclature qui n'est pas protégée. Donc, quand il y a de la protection, ça interrompt le calcul du délai. Donc, typiquement ici, vous avez dans cet exemple, on aurait un délai de 45 jours pour piloter le buffer de produit fini, là où avant, en DDMRP stricto sensu, on est obligé de prendre la branche la plus longue qui est de 110 jours. Donc, de fait, un stock qui est alimenté en 110 jours, il est forcément plus important qu'un stock qui est alimenté en 45 jours. Ça, qu'on soit en DDMRP ou en MRP, on en a tous la notion. Donc, c'est aussi un point important, c'est que le demand-driven MRP ne va pas vous conduire obligatoirement à une augmentation de vos stocks, loin de là. C'est, je les pilote différemment. Je vais peut-être avoir une augmentation de certains stocks à certains endroits dans ma nomenclature, mais ça sera au bénéfice d'autres à d'autres endroits dans ma nomenclature. Et au global, ça va être bénéfique. Pour les étapes 2 et 3, donc c'est un peu le cœur du réacteur du calcul du besoin en mode demand-driven. Donc, on va dimensionner le buffer à partir d'un certain nombre d'informations qui sont en général contenues dans les référentiels produits. Le délai, les différents délais qu'on a dans la nomenclature de fabrication de distribution, les minimums de commandes, les multiples de commandes, les PCB, etc., tout ce que vous voulez. Et puis, vous avez des informations qui seront purement demand-driven, qui vont être d'abord le calcul de la consommation moyenne jour, ou ce qu'on appelle average daily usage, que vous voyez dans la diapositive en anglais.
Donc, c'est la manière de rendre dynamique aussi en automatique le buffer. On va calculer par rapport à un niveau de business de chacune des références. Et puis, des ajustements planifiés éventuellement. Donc, à partir de tous ces éléments-là, vous avez des formules de calcul qui sont relativement simples, qui vous permettent de dimensionner chacune des zones qui constituent le buffer. Donc, une zone rouge de base, une zone rouge de sécurité. Donc, la zone rouge de base, elle dépend du délai. La zone rouge de sécurité, elle dépend du délai et de la variabilité de la demande. La zone jaune, elle dépend du délai. Et la zone verte, en fait, ça va être le maximum entre ce qui est impacté par le minimum de commandes et ce qui est impacté par la fréquence à laquelle on veut passer les commandes. Et puis, un troisième critère. Et en fonction de tout ça, vous calculez un niveau de buffer que vous allez pouvoir faire vivre, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, la supply chain, elle respire, elle vit, le niveau d'activité change, ou les risques et la variabilité changent. Hein. Et donc, avec la consommation moyenne jour, vous allez la faire fluctuer dans le temps, soit par des coefficients de saisonnalité, soit en incorporant des prévisions dans le système des DMRP. Donc, ça vous permet de faire vivre le dimensionnement de votre buffer. Et en plus de ces ajustements dynamiques automatiques, vous pouvez venir forcer à la hausse ou à la baisse votre buffer en fonction d'événements que vous anticipez. Et là, je ne parle pas que de produits finis, on parle bien de tous les niveaux de nomenclature. Donc, ça peut être un composant ou une matière première. Vous vous dites, là, je vais être dans une zone de perturbation à risque parce que j'en ai l'expérience. Eh ben, je mets un ratio de 30% de plus pour le mois de juin, par exemple, pour me sécuriser. Et puis après, je forcerai à la baisse au mois de juillet si j'ai envie, par exemple. Dans les systèmes MRP, et selon la méthodologie Demand Driven, vous avez cette possibilité-là. Et quand je dis vous, ce n'est pas que le supply chain manager, c'est tous les planificateurs, ordonnanceurs, pilotes de flux qu'il y a sur toute la chaîne. Chacun a en général un portefeuille de référence en responsabilité et va pouvoir avoir des manettes sur lesquelles il pourrait agir en automatique dans des algorithmes qu'on aura codés ensemble ou manuellement pour pouvoir vraiment agir. Et ça permet de s'affranchir de la nécessité d'avoir des tableurs Excel un peu partout en complément de l'ERP pour pouvoir prendre des décisions au quotidien. Et donc, dans un déploiement Demand-Driven MRP, en général, on peut se passer de tous les fichiers Excel qu'on avait auparavant, en tout cas ceux qui étaient support du pilotage de flux du quotidien. Je vais passer à la diapositive suivante parce que je ne vais pas pouvoir tout vous raconter en une seule fois. Donc, étape 4, la planification pilotée par la demande. Donc, quel est le calcul de besoin? Donc, juste avant, en étape 2 et 3, on a dimensionné un buffer et vu comment on pouvait le faire évoluer. Maintenant, c'est comment je fais mon calcul de besoin en Demand-Driven MRP. Donc, en Demand-Driven MRP, on ne va pas parler de calcul de besoin net ou de MRP, on va parler d'équation de flux disponible. Donc, le flux, c'est un terme très important en théorie des contraintes et en Demand-Driven MRP. Dans les formations Demand-Driven MRP, il y a 1 heure ou 2 à minima qui sont passées à expliquer l'importance du flux, de la protection du flux dans une entreprise. C'est la raison pour laquelle ça a été baptisé équation de flux. Donc, on appelle ça en anglais le net flow et en français, c'est équation de flux disponible. Donc, cette équation de flux, elle est réalisée tous les jours pour chacune des références qui sont pilotées en buffer et ça permet de positionner son résultat par rapport au buffer. Quand le résultat est dans la zone verte, ce n'est pas nécessaire de passer une commande, on n'a pas encore besoin de repasser une commande. Quand le résultat commence à tomber dans la zone jaune ou pire dans la zone rouge, il faut passer une commande de manière à remonter le niveau du buffer, l'équation de flux, en haut de la zone verte. C'est le principe. Et donc, vous avez ces calculs qui sont faits tous les jours dans le moteur de calcul des DMRP et qui proposent aux utilisateurs de passer des commandes de manière à remonter en haut de la zone verte. Ce n'est pas parce qu'on calcule tous les jours qu'on réapprovisionne tous les jours, bien entendu, parce que vous imaginez bien que si j'ai une zone verte qui correspond à 1 mois de besoin que je réapprovisionne en haut de la zone verte, ben, je vais mettre 1 mois avant de redescendre en dessous de la zone verte et donc de repasser à nouveau une commande. Donc, on fait des calculs tous les jours, mais on ne passe pas des commandes sur toutes les refs tous les jours. C'est complètement contrôlable et c'est en fonction des contraintes d'appro, des contraintes de réception, des contraintes business, que vous déterminez tous les paramètres qui conduisent au pilotage du buffer, de la même manière que normalement en système MRP ou en min-max, vous allez déterminer les paramètres
qui vous permettent de passer des commandes à un rythme qui vous semble cohérent et intelligent par rapport au métier dans lequel vous êtes. Donc, ce calcul de besoin d'équation de flux disponible, il est fait pour chaque buffer sur toute la chaîne. Et entre les buffers, quand c'est des références Piloton et MRP, c'est un calcul MRP classique. Donc, vous avez ces calculs de besoin qui sont faits à tout niveau dans toute la chaîne, qui vous permettent donc de déterminer ce qu'il y a besoin de passer une commande ou pas, sachant que dans les systèmes Daemon-Driven et notamment dans Bivolta, donc vous passez ces commandes par rapport aux caractéristiques propres de chaque référence, mais après vous avez la possibilité de prendre en compte des franco-fournisseurs, des remplissages de conteneurs, des remplissages de camions, d'autres contraintes qui sont à un niveau plus élevé que le niveau référence en tant que tel, comme dans les bons systèmes de gestion d'approvisionnement et de pilotage de flux, à contrario de ce qu'on trouve habituellement dans des ERP classiques. Pour la partie 5, qui est l'exécution visible et collaborative, vous avez des alertes en fait qui sont calculées en permanence sur le niveau de stock réel que vous avez pour votre buffer et qui vient vous dire attention, est-ce que tu es tombé dans le rouge, sachant que ce n'est pas tout à fait le même rouge que pour le buffer de planification. C'est la zone rouge en buffer d'exécution, c'est la moitié de la zone rouge en buffer de planification. C'est une petite subtilité, mais sachez que ce n'est pas complètement les mêmes, c'est très lié, mais ce n'est pas exactement le même. Et donc, on vient regarder des priorités et des alertes d'exécution pour pouvoir savoir sur quelle référence il faut porter une attention plus particulière et gérer une accélération de flux ou une demande au client de bien vouloir décaler sa date de livraison souhaitée ou les quantités, par exemple. Donc, on a tout un suivi des encours et un suivi des ordres où on a une réactualisation en permanence du niveau de criticité éventuelle de l'ordre. En plus d'une priorisation qu'on fait en planification qui est par pénétration relative de buffer, parce que quand on vient réapprovisionner, par exemple, 10 références, on ne va pas adresser de la même manière la priorité des ordres de réappro pour des références qui sont dans le rouge aujourd'hui plutôt que celles qui sont dans le jaune. Il y en a un qui est plus critique que l'autre. Et donc, la priorisation en DDMRP ne se fait pas par rapport à des dates d'échéance comme en MRP ici, mais par statut de buffer, donc pénétration de buffer en planification, ou par statut d'exécution quand on va gérer les encours. Donc ça, c'est un point hyper important, c'est que c'est un outil nouveau pour piloter au réel les supply chains tous les jours. C'est-à-dire qu'indépendamment de comment j'ai dimensionné mes buffers, etc., et comment j'ai passé mon calcul de besoin, j'ai vraiment un outil qui m'aide à savoir qu'est-ce qui est le plus critique, qu'est-ce qui est le moins critique. Et cette information, elle est partagée sur toute la chaîne. Donc, il n'y a pas de mauvaise interprétation possible de c'est la commande des États-Unis qui doit passer avant celle de la Turquie. On regarde les niveaux buffer de ce qu'il y a aux États-Unis, de ce qu'il y a en Turquie. Et s'il y en a un qui est rouge, c'est celui-là qu'il faudra réapprovisionner en premier parce qu'eux, ils ne sont pas loin d'être en rupture, par exemple. Je passe assez vite, mais retenez que c'est un outil qui est vraiment très précieux pour s'aider au quotidien à identifier les criticités et donc à les adresser. Alors, ce n'est pas magique, ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Si votre fournisseur il doit vous livrer en un mois et qu'il vous dit c'est dans 4 mois et qu'il ne peut pas faire autrement, en DDMRP, la référence, elle sera bien en rouge, mais vous le saurez. Mais bon. En revanche, ça va vous permettre d'éviter de vous créer vous-même des problématiques en n'ayant pas bien priorisé au moment où vous auriez pu prioriser, donc d'anticiper et donc d'éliminer un certain nombre de problèmes avant même qu'ils arrivent. Mais ça ne va pas tout résoudre, bien entendu. Encore une fois, ce n'est pas magique, mais ça vous donne des bases solides pour pouvoir mieux piloter et rentrer dans une logique d'amélioration continue et de capacité de prise de recul par rapport à le mois dernier, j'avais combien de références en rouge, j'ai eu combien d'alertes d'exécution, est-ce que c'était mieux que le mois d'avant et qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer, parce que vous avez des informations nouvelles à disposition pour venir nourrir ces processus d'amélioration continue. Donc, par exemple, les priorités dans un réseau de distribution avec les alertes de stock physique. Si vous avez 4 références, donc la référence ABC, la référence CDF et ainsi de suite, et que vous avez un certain nombre d'entrepôts que vous allez réapprovisionner, chaque entrepôt n'est pas au même niveau de criticité dans son stock. Vous pouvez avoir l'entrepôt d'Aix qui est à 42% du niveau auquel il devrait être, qui est plus critique que celui d'Annecy, mais qui est moins critique que celui de Nîmes, qui est 8 à 13%, par exemple. Donc, en DDMRP,
ils vous ont passé des commandes, mais aujourd'hui, vous pouvez regarder par rapport au niveau de stock que chacun a, lequel est le plus critique. En MRP, vous ne savez pas faire ça. Vous avez la date à laquelle chacun a passé une commande et chacun souhaite être livré. Et c'est par les dates que vous venez prioriser finalement la satisfaction de chacun des besoins de chacun de vos clients internes. En DDMRP, vous avez les dates bien évidemment, mais en plus, vous savez lequel est le plus à risque. Donc après, vous pouvez, pour une raison business légitime, dire bah, tant pis pour Nîmes, je le sacrifie, je vais d'abord livrer Biarritz, alors qu'il y en a un qui est plus bas que l'autre. Mais vous avez une information normalement qui va vous pousser à faire en sorte que bah, vous allez réapprovisionner celui qui en a le plus besoin. Et si jamais vous n'avez pas la capacité de tout réapprovisionner, bah, le système vous proposera un partage équitable et d'essayer de remonter tout le monde, non pas à 100% comme il faudrait dans l'idéal, mais peut-être remonter tout le monde à 75%, ce qui est mieux que d'en remonter 3 à 100% et puis de laisser les autres dans le rouge, par exemple. Donc voilà un exemple de la valeur ajoutée que ces priorisations permettent d'apporter. Donc ça, c'est vrai dans un réseau de distribution, mais c'est aussi vrai quand on est dans une usine sur une machine, qu'on visualise tous les OF qu'il y a à réaliser sur la machine. Ces OF sont triés par ordre de criticité des buffers qui sont en train de réapprovisionner. Et donc, ça vous permet aussi d'identifier quel est l'OF le plus critique. Après, ce n'est pas forcément celui-là que l'opérateur va lancer parce que ça lui imposerait un temps de changement de série plus important par rapport à un autre, mais c'est une information dont il dispose, et après, c'est à vous de construire quel est le processus d'ordonnancement que vous allez mettre en œuvre, qui prend en compte à la fois les priorisations données par le Daemon Driven, et en même temps des éléments de contrainte qui sont liés à la machine, qui sont liés au produit, et qui vont être très spécifiques à chacun des business. Mais vous avez une capacité supérieure pour pouvoir mieux piloter et avoir voilà, finalement, dégager une partie de la responsabilité des ordonnanceurs et des planificateurs. C'est le système qui va porter des calculs en automatique tous les jours qui vont, selon les règles Daemon Driven, proposer des priorisations, proposer des réapprovisionnements pour garantir que on a toujours le flux qui est bien protégé dans toute la chaîne. Et après, eux, ils n'ont plus, si je puis dire, qu'à se concentrer sur les spécificités du métier, sur la gestion des aléas du quotidien. Donc, normalement, vous arrivez à avoir un pilotage de flux qui est opéré de manière beaucoup plus sereine qu'avant. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde est au Club Med la moitié de la semaine, parce que ça veut dire que le temps que vous allez gagner, vous allez le réinvestir, d'une part dans ce processus d'amélioration continue, mais aussi à mieux adresser des problématiques que vous n'aviez pas le temps d'adresser au quotidien parce que vous étiez toujours pris par le feu en essayant d'éteindre des incendies à droite et à gauche. Donc la mise en place d'un Daemon Driven, ça va venir aussi, on parlait tout à l'heure de réduire la variabilité, ça va aussi réduire la tension et la difficulté du quotidien des équipes qui pilotent les flux, donc les planificateurs, les ordonnanceurs et tous ceux qui vont prendre des décisions de quand, quoi, combien. Quand est-ce que je lance mon EF, sur quelle référence, dans quelle quantité, ou quand est-ce que je passe un impro. Ça, c'est des décisions qui sont complexes à faire tous les jours. Avec le DDMRP, vous allez être en capacité d'être plus serein et plus stabilisé. De la même manière, l'ADV aura des informations nouvelles, plus fiables à communiquer aux clients pour mieux garantir la pertinence des promesses de date de livraison, par exemple. Donc, en synthèse, les écarts entre MRP classique et DDMRP classique. En MRP, tous les calculs de besoins sont basés sur prévision, puisque l'horizon autorisé par le client pour le livrer est souvent beaucoup plus court que le délai cumulé et l'horizon cumulé de fabrication, et encore plus quand on prend en compte l'approvisionnement des matières premières. En DDMRP, on fait un calcul de besoin qui est basé sur les commandes réelles, quel que soit le niveau de la nomenclature, et on utilise aussi des prévisions, mais pour piloter le buffer si on veut, parce qu'on ne sait pas une obligation, pour pouvoir piloter l'effet dynamique de buffer, mais on va utiliser les prévisions de manière différente du MRP, puisqu'en général, on va venir moyenner un niveau de prévision sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc, on a moins besoin d'avoir du détail de la prévision de la semaine 22 par la semaine 23 et ainsi de suite. Et quand il y a des événements particuliers qui interviennent sur des périodes courtes, comme des promotions par exemple, on peut le prendre en compte soit à travers des prévisions, soit à travers ce qu'on appelle les facteurs d'ajustement dynamique ou ce qui pourrait être des coefficients, si vous voulez, de saisonnalité.
Donc, on a plusieurs outils à disposition qui peuvent se cumuler pour pouvoir être dans un pilotage à la fois robuste, mais aussi très fiable. En MRP, tous les niveaux de nomenclature, ils sont dépendants du plan prévisionnel des produits finis, du PDP. Donc, ça ne limite pas l'effet coup de fouet. On a un fort effet coup de fouet dans les deux sens. En DDMRP, quand on va positionner des buffers, on va créer de l'indépendance et de la stabilisation, ce qui va limiter l'effet coup de fouet. Le MRP, dans sa conception, il ne prend pas en compte les variabilités, ou pas facilement. Le DDMRP, il a été conçu pour intégrer la variabilité et l'absorber. Donc, il vise vraiment à faire le boulot de limiter la variabilité et de prendre en compte la réalité de la vie des supply chains qui est beaucoup plus complexe que les supply chains à l'époque où le MRP a été inventé. Alors, Jérémy, Ouais, je me permets de faire le timekeeper. Il merci. nous reste une dizaine de minutes. Donc, est-ce qu'on finit la synthèse ou est-ce qu'on démarre peut-être l'interaction? Yes, on va démarrer. De toute façon, Est-ce- vous aurez les diapositives à disposition plus tard. Et pour ceux qui n'ont pas déjà fait un screenshot, copie d'écran du truc, vous avez là les synthèses, les éléments principaux qu'il faut avoir en tête de MRP versus DDMRP. Donc, allons-y pour les questions, Jean-Baptiste. Alors, on a déjà une série de questions dans le fil de conversation. Donc, merci à tout le monde, hein. Il y avait Mamadou du groupe SEB là, qui nous demandait peut-on savoir plus sur le positionnement des buffers? Bah, je pense qu'on y a partiellement répondu, sauf si Mamadou a besoin d'informations complémentaires. Bon, et puis là, j'ai Euh, envie, ça fait partie de. C'est un des points les plus complexes à adresser quand on lance un projet Demand Driven, c'est de se dire à quel endroit il faut que je positionne des buffers et mes points de découplage stratégiques. Il y a des règles qui sont identifiées dans les cours Demand Driven MRP. Hein, donc, s'il veut en savoir plus, il y a les cours ou les bouquins. Mais après, il y a aussi un travail collaboratif fait entre les praticiens du Demand Driven et le client pour se dire où est-ce que je vais les positionner. Et par exemple, chez Bivolta, on a un outil de simulation intégré qui permet de rejouer le passé en se disant si j'avais mis en place des points de découplage buffer à tels endroits et tels endroits, quel aurait été l'impact sur ma chaîne. Et ça permet quelque part de tester différentes configurations et de partir sur une configuration au démarrage, sachant qu'on est toujours dans une logique d'amélioration continue. Donc, on n'est pas obligé d'avoir le paramétrage idéal dès le début pour démarrer. C'est plutôt la logique des petits pas, démarrer et puis après de continuer à améliorer. Merci Jérémy. Christophe Antoine me demandait quelles sont les informations transmises vers l'ordonnancement en sortie de l'outil DDMRP. Sont-elles Donc, différentes de celles issues d'un MRP standard? alors oui, elles sont différentes parce qu'elles sont plus complètes. Donc bien évidemment qu'il y a les ordres avec leur date de besoin, leur date de lancement, les quantités, etc. Mais vous avez aussi les priorisations, ce que j'évoquais juste avant. Donc pour pouvoir avoir une information complémentaire. Et dans les outils, quelque part, on propose un préséquencement des ordres par poste de charge si nécessaire. Préséquencement qui est basé sur ces priorisations d'event-driven, mais que l'utilisateur aura la possibilité de venir modifier pour prendre en compte des contraintes physiques, d'enchaînement de prod, de temps de changement d'outils, etc. Ça Donc, il y a une ressemble, ça, information enrichie par rapport à ce qu'on va retrouver dans un système MRP et surtout une information qui est plus fiable parce que le pilotage de flux en DDMRP, il ne se base pas sur les prêves à l'origine, il se base sur les commandes. Donc, normalement, on a quelque chose de plus fiable et donc il y a moins besoin de venir casser en permanence le plan de prod qu'on aura finement fabriqué la veille. On n'est pas obligé de tout casser le lendemain. C'est beaucoup plus stabilisé. Et donc, quand il y a des repriorisations à faire, ça concerne un nombre limité d'OF. on dirait que ça ressemble au train d'activité en flux tiré du Kanban. Hein, pour ceux qui connaissent le management visuel, quand on veut faire du pilotage d'atelier, l'ordonnancement peut se faire par le train d'activité, donc les petites étiquettes qui reviennent sur un tableau, qui vont aider la prod à faire son ordonnancement et s'émanciper de l'ordonnancement classique en fichier Excel ou dans le RP. Clémence de Martigny qui nous demande quelle est la différence entre le buffer de DMRP et un calcul de seuil stock mini maxi dans un ERP. Alors, dans un ERP, les seuils mini-maxi, ils sont pas vraiment dynamiques.
Donc, si vous les faites en couverture, ils seront dynamiques au regard du niveau d'activité, mais ils ne sont pas dynamiques au sens demand-driven, où en plus de ce dynamisme du niveau d'activité qu'on a dans le buffer, on a la possibilité d'avoir des coefficients d'ajustement qui peuvent venir accélérer, c'est-à-dire augmenter ou baisser le buffer dans le temps. Donc ça, c'est un premier point. Et le buffer, il y a 3 zones, rouge, jaune, vert. Et la zone jaune, ça correspond aux besoins pendant le délai d'approvisionnement. Le buffer, ce n'est pas stricto sensu le stock, c'est la représentation du flux qu'il faut avoir à un endroit où il y a un stock à gérer, c'est-à-dire le stock plus ses encours. Donc la logique de pilotage est un petit peu différente. Et c'est plus puissant que du min-max qui va être très… Donc des références qui seraient très stables et très statiques, on pourrait les laisser en min-max, on n'est pas obligé de les passer en buffer. De la même manière que dans une usine, on peut, pour des flux très stabilisés, on peut avoir un Kanban, parce qu'un Kanban, on peut, en augmentant le nombre de cartes, augmenter ou diminuer le nombre le volume qu'on va gérer dans la boucle. Mais le demand driven, il permet d'être beaucoup plus réactif et beaucoup plus agile encore. Donc, c'est surtout ce à quoi ça va servir. Merci. Je vous en prie. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions des participants? J'espère que je n'ai pas oublié de questions. N'hésitez pas à lever la main ou à poser votre question. Si j'ai coupé votre micro, vous avez un petit bouton lever la main et je l'enlève. Clémence a relevé la main, mais vas-y Clémence. Et du coup, j'y vais à fond là. Du coup, puisqu'il existe une solution différente que le RP pour gérer du DDMRP et qu'on va avoir des références gérées en MRP, des références en seuil et des en DDMRP, la solution DDMRP, elle est connectée, enfin, elle est connectable à l'ERP ou elle est indépendante? Enfin, comment on va connecter les systèmes finalement? Donc, par exemple, pour ce qui concerne Bivolta, l'outil DDMRP pour lequel je travaille, on est bien entendu connecté à l'ERP, voire aux différents ERP du client, parce qu'il peut en avoir différents en fonction des continents, des sites, etc. Donc, on va récupérer un certain nombre d'informations dans l'ERP, on va faire les calculs DDMRP et des calculs MRP ou des calculs min-max dans Bivolta, parce qu'on a de l'hybridation dans Bivolta, ce qui permet d'avoir dans un même outil l'ensemble des références qu'un planificateur a à gérer pour lui éviter de devoir travailler dans différents outils. Donc, ça lui donne du confort d'utilisation, surtout que en général, on a des écrans qui sont plus sympas et plus faciles à utiliser qu'un ERP. Et après, ces ordres qui sont déterminés dans Bivolta et validés par l'utilisateur, ils sont renvoyés dans l'ERP pour être envoyés sur le shop floor comme OF ou envoyés au fournisseur comme commande. Donc, il y a une communication qui se fait plusieurs fois par jour ou de manière complètement synchrone en fonction des process et de qui va être maître sur les ordres qui se fait. Donc, c'est un système qui vient compléter l'ERP, qui est connecté en permanence à l'ERP et inversement, dans lequel vous allez travailler. En fait, ça devient le nouvel outil de travail des pilotes de flux et des ordonnanceurs dans la supply chain. Ils ont beaucoup moins, voire plus du tout besoin d'aller dans l'ERP, dans la mesure où on a poussé l'intégration jusqu'au bout. Il y a différents niveaux. En général, on va démarrer à un niveau plus light et plus on avance dans la maturité de notre projet, on va aller plus loin. Ah, nous avons Mamadou. Excuse-moi, juste les suggestions de l'ERP, de tout ce qui n'est pas calculé, comment dire, en demand driven, ça va être renvoyé dans la solution de demand driven pour avoir toutes les suggestions au même endroit, ou on va devoir se taper les deux tableaux du coup, les deux. C'est possible, c'est-à-dire que nous on a des cas où dans Bivolta, on fait les calculs MRP, les min-max et les DDMRP. Donc, on peut faire tous les calculs ou, si vous voulez, on peut réinjecter dans Bivolta des calculs qui sont faits dans l'ERP de manière à ce que l'utilisateur ait le confort d'utilisation d'un seul système. Tout est possible. Ça marche. Ça répond à vos questions. Complètement. Alors, on avait Mamadou qui avait une question. Mamadou, est-ce que tu peux ouvrir ton micro ou pas? Oui, j'ouvre mon micro. Bonjour à tous. On est quasiment près de la fin de la session. Juste pour dire une chose, merci Jérémy pour ce partage d'informations par rapport à DDMRP.
Et du coup, je m'adresse à toute la communauté. Nous allons organiser un événement le 1er juin, matin, sur Annecy, avec la participation de Bevolta et de Jérémy, pour aller un peu plus loin par rapport à ce qui a été présenté ici et faire notamment un retour d'expérience et une démonstration de la solution Bevolta. Merci Tout à fait. Mamadou. Merci de le préciser, effectivement. Alors, ça va être un moment assez sympa puisque vous allez pouvoir découvrir Jérémy, faire connaissance en live. On va avoir une belle matinale flux industriel. Vous la retrouverez sur notre site internet, sur LinkedIn. Et nous aurons plusieurs aussi retours d'expérience de gens qui utilisent le PIT PDP. Ce sera animé par Ardis Group. Donc, j'espère qu'on aura un grand nombre de participants. C'est dans presque un mois. Je regarde s'il y a une autre question parce que c'est vrai, on est sur la fin. Donc, ce qu'on peut faire, c'est peut-être. Oui, je regarde, effectivement, tip top. On a répondu à toutes les questions. Donc, on va pouvoir clôturer ce webinaire et surtout remercier Jérémy puisqu'il a fait un exercice qui n'était pas facile, c'est de tout concentrer en 1 heure. Merci, merci. J'espère que ça vous aura donné une vue macroscopique de ce qu'est le DDMRP. Comme vous avez vu, on n'a pas vu d'outils, donc il n'y a pas eu de démonstration. Par contre, ça nous donne des idées pour les prochains webinaires. N'hésitez pas à nous demander ce que vous souhaitez pour le prochain webinaire. Parlez des buffers, parlez plus de l'étape 1, 2, 3, 4, 5, comme l'a proposé Jérémy, ou autre chose. Ça sera très intéressant de pouvoir vous proposer des webinaires de manière à ce que vous montiez un petit peu en compétences, on espère, en tout cas en connaissances, puisque c'est un sujet d'actualité sur lequel il y a beaucoup de questions. Et là, j'espère que Jérémy a rempli sa mission près de vous en répondant déjà à un maximum de questions. Donc, Merci Jean-Baptiste. Merci beaucoup à toi, Jérémy. Nous allons poster bien évidemment le document sur la page LinkedIn parce que tout le monde n'est pas adhérent à l'assaut, donc tout le monde pourra en bénéficier. Nous ne collecterons pas les emails puisque c'est pas dans notre esprit. Donc, merci à Jérémy pour le temps qu'il a passé à faire la présentation, le temps qu'il nous donne maintenant. C'est vraiment du collaboratif et du gagnant-gagnant pour tout le monde. Le mot de la fin, Jérémy. Ouais, si vous avez encore des questions ou envie d'aller plus loin, vous hésitez, soyez là le 1er juin et n'hésitez pas à nous connecter, Jean-Baptiste et moi, sur LinkedIn et voilà. Et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Oui, bonne fin de semaine à tout le monde. Au revoir. Merci à tous, au revoir.